Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà réunis pour un nouveau concept qui est C-AFEN. C'est un projet collaboratif qui a pour vocation d'aborder des sujets de fond avec du temps sur une saison qui fait 5 épisodes. Et ça permet de dialoguer sur la professionnalisation des métiers de la formation. Nous démarrons ce premier épisode par un sujet important, les neurosciences. Important parce qu'il interpelle différemment les sujets traditionnels, que sont les visions naturalistes, les visions culturalistes, de la pédagogie et de la formation, pour proposer une nouvelle façon de voir. Alors bien évidemment, il y a souvent une dimension marketing et on voulait éviter que les professionnels se laissent prendre par un marketing un peu facile où tout devient neuro quelque chose, pour justement rentrer dans la matière et pouvoir discuter avec Emmanuel Descroix sur qu'est-ce que les neurosciences et surtout qu'est-ce que les neurosciences apportent à la formation en entreprise. Caroline Chazal. Oui, bonjour. Alors, qui est Emmanuel Descroix? Alors, Emmanuel Descroix est un formateur expert en communication non verbale et aussi enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble-Alpes. Il prépare un doctorat justement en neurosciences au laboratoire CNRS de psychologie et de neurocognition. Et il faut préciser aussi qu'il a travaillé pendant 16 ans à la tête d'un groupe industriel qui fabriquait des vélos. Donc, il a été confronté directement à cette problématique de formation de ses salariés. Et donc, il a rencontré la FEN, c'était à l'inauguration de la FEN Lyon il y a un an. Et ce projet de CAFN l'a intéressé. Et donc, il a décidé de participer à ces formations. Du coup, la question qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que c'est que les neurosciences et en quoi est-ce que ça peut apporter quelque chose pour la formation des gens en entreprise. Voilà, du coup, Emmanuel. Ok, bonjour à tous, bonjour Caroline et bonjour Stéphane. Alors, qu'est-ce que les neurosciences? Un vaste sujet aujourd'hui, un peu moins étendu il y a quelques dizaines d'années encore et quelques siècles en arrière. Mais qu'est-ce que les neurosciences? Alors, les neurosciences, c'est l'étude scientifique, évidemment, il y a le mot science dans neurosciences, c'est l'étude scientifique du système nerveux. Alors, c'est à la fois l'étude, évidemment, du fonctionnement du système nerveux, du cerveau, comment on pense les choses du monde, comment on agit sur le monde. Donc, c'est au niveau du fonctionnement et aussi au niveau de la structure du cerveau, c'est-à-dire comment est constitué d'un point de vue anatomique le cerveau. Et on va voir à travers peut-être un petit historique tout à l'heure, que la conception qu'on a aujourd'hui du système nerveux elle n'est pas du tout la même que celle qui était en cours pendant l'Antiquité, par exemple. Alors, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a deux types de recherche. Une recherche qui est largement orientée biologie et une recherche qui est orientée plutôt cognition et psychologie. Alors, sur le versant de la biologie, on peut voir un côté un peu dur des sciences, donc avec de la chimie, donc c'est ce qui concerne l'endocrinologie, par exemple, ou la pharmacologie, et comment agissent ces molécules chimiques au niveau de notre cerveau. Donc, c'est également l'approche au niveau cytologique, au niveau cellulaire, c'est-à-dire de quoi est constitué notre cerveau, dans la boîte noire qu'on a là, à l'intérieur de nos os crâniens. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte noire? Quelles cellules constituent et comment elles sont organisées les unes entre elles? Quelles cellules constituent le cerveau et comment elles sont organisées? Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a deux grands types de cellules, pardon. Les neurones qui constituent la matière grise et le reste qui constitue la matière blanche, donc qui sont des cellules périphériques qui en fait régulent un peu les neurones. Donc il y a un gros travail aujourd'hui des chercheurs sur la matière blanche, c'est assez prometteur. Donc c'est aussi toujours sur le point de vue, sur le versant biologique, des études histologiques, c'est-à-dire des tissus, comment est constitué le cerveau, est-ce qu'il y a plusieurs types de tissus au sein du cerveau. Enfin, c'est également comment sont organisés ces tissus entre eux, est-ce qu'il y a des connexions ou pas, et dans quel sens. Et puis enfin, c'est au niveau anatomique, voilà. Alors on sait que
le système nerveux, c'est pas seulement ce qu'il y a dans la boîte noire, c'est-à-dire le système nerveux central avec ce qui se situe dans la colonne vertébrale, mais ça sort de la colonne vertébrale pour aller jusqu'à nos organes les plus lointains par rapport au cerveau. Donc le bout des pieds, par exemple, on a des cellules réceptrices sur le bout des pieds, sur les orteils, etc. Et on a aussi des cellules motrices qui vont jusqu'au bout de nos orteils. Donc c'est à la fois le corps, en fait, on peut dire, qui participe à toute cette approche neuroscientifique, on va dire. L'autre D'accord. côté, c'est le côté Est-ce plutôt… que c'est Oui, avec pardon. ce versant un peu biologique qu'on peut penser, par exemple, une pilule pour apprendre? On mettrait en veille notre cerveau pour imprimer mieux biologiquement? Est-ce que c'est avec cette… Ouais, alors, ah oui, c'est tout l'aspect pharmacologique, toute la pharmacopée, notamment toutes les études qui sont faites sur la dopamine. Est-ce que la dopamine aujourd'hui, enfin, c'est des choses qu'on sait, nous permet par exemple de se concentrer sur certains points pour mieux apprendre, etc., etc. Donc on peut imaginer un homme chimique dans quelques années, enfin personnellement je l'espère pas, mais avec la mise en place et la découverte de nouvelles molécules qui seraient actives dans le cerveau pour réaliser des tâches cognitives particulières et attendues par le marché, évidemment. Voilà. Et du point de vue du coup biologique, est-ce que les neurosciences, c'est étudier le cerveau sur le reste du corps seulement, ou est-ce que c'est aussi le corps sur la manière dont fonctionne le cerveau? C'est des deux. En fait, on verra peut-être aujourd'hui ou une prochaine fois qu'en réalité, aujourd'hui, on ne peut pas distinguer ce qu'on va appeler globalement la pensée, avec tout ce qui va avec, hein, la cognition, ce qu'on appelle la cognition, hein, la perception, l'action, la mémoire, le langage, etc. Et on ne peut pas distinguer vraiment, on ne peut pas faire une dichotomie, on ne peut pas disséquer d'un côté le cerveau et puis le reste du corps. Aujourd'hui, on ne peut plus. Alors que c'était le cas auparavant. On verra ça tout à l'heure, hein. Si on fait un petit historique des neurosciences. Autrefois, on pensait des choses différentes, différemment qu'aujourd'hui, notamment Descartes, dans sa philosophie, opère, lui, vraiment une séparation entre le cerveau et le corps, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas, par exemple, vraiment. Et le deuxième versant, il y avait le versant Alors, deuxième version, c'est relatif à la cognition et à la psychologie. Donc, c'est plutôt relatif en réalité à nos comportements, hein. Donc, ça tâche à comprendre quels sont les phénomènes perceptifs, comment on perçoit le monde qui nous entoure à travers nos sens. Donc, il y a des gros travaux qui ont été faits, notamment sur la vision, c'est les travaux les plus avancés, mais aussi évidemment sur l'audition, sur l'ouïe, etc., qui participent tous ces sens participent en fait à la manière dont on perçoit le monde quelque part et comment on peut agir ensuite à partir de ces perceptions. Donc ça, c'est tout le côté de la motricité, tout le côté de l'action. Ensuite, ça peut être aussi la mémoire, comment on mémorise justement ce qu'on peut apprendre soit de manière volontaire et explicite, soit de manière involontaire et implicite, et comment ça s'organise tout ça dans le cerveau. Ça peut être également des études qui sont faites sur le langage, vraiment, comment ça se met en place au cours du développement et comment on arrive à parler, comment on arrive à écrire, comment on arrive à lire, etc. Mais c'est aussi l'étude des fonctions exécutives, c'est-à-dire nos processus attentionnels, comment on peut décider quelque chose, comment on peut inhiber un comportement, comment on peut faire un choix, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour le version un peu plus cognition et neurocognition, ou neuropsychologie. Voilà. Est-ce qu'on peut penser qu'à terme, les deux puissent se réunir Ah bah, les deux sont déjà réunis. De toute façon, on peut pas, il y a pas de, on peut pas dire qu'il y a un caractère hiérarchique entre les deux approches, hein. Alors, il y a des gens qui sont évidemment très spécialisés dans une approche plutôt que dans une autre, mais globalement, c'est difficile de distinguer les deux approches. Donc, évidemment, il y a des gens qui sont très spécialisés pardon, sur un domaine, hein. Moi-même, je suis spécialisé sur la motricité non consciente, c'est-à-dire comment on bouge de manière non consciente, et en particulier sur les clignements des yeux. Donc, vous voyez à quel point on peut se spécialiser. Voilà. Donc, ce qui ne m'empêche pas, par ailleurs, au sein du laboratoire, d'étudier le langage, etc. Enfin, moi, je suis dans un laboratoire CNRS qui est plutôt
dédié à la psychologie cognitive et aux neurosciences cognitives. Donc, voilà. Est-ce que on pourrait schématiser les neurosciences en disant que c'est, enfin, en faisant un parallèle, en disant que ce serait l'étude du mécanisme d'une machine, par exemple, et de ce que cette machine permet de faire? Ah, tout à fait. C'est Tout à ça? fait, on pourrait, oui, alors, on va pas faire du machinisme, hein, mais on pourrait très bien aujourd'hui, enfin, les choses sont tellement parcellisées qu'il y a même plusieurs approches, hein. On peut dire qu'il y a une approche moléculaire, cellulaire, histologique, anatomique, neurophysiologique, c'est-à-dire comment les cellules peuvent créer de l'électricité, par exemple, génétique, une approche évolutionniste même, c'est-à-dire que on cherche aussi à comprendre pourquoi on en arrive là, enfin, aujourd'hui, au cours de l'évolution, hein, au cours de la phylogénèse. Donc, c'est une approche aussi computationnelle, bien entendu. C'est-à-dire qu'on cherche à créer des modèles pour comprendre ce qui se passe justement dans la boîte noire. Et en créant des modèles, on essaye de créer ces modèles aussi sur des ordinateurs, hein, donc pour créer des algorithmes, par exemple, et vérifier d'une part que ces modèles sont efficaces ou s'approchent de la théorie, enfin de la théorie initialement entrevue ou espérée. Et puis, d'un autre côté, ça permet aussi de créer, par exemple, des petites choses comme ça. Hein, la neuromimétique, ça permet d'avancer. Après, donc, ça passe dans les mains de techniciens et d'ingénieurs qui travaillent sur des modèles issus de la psychologie cognitive, par exemple. Voilà. Donc c'est un domaine extrêmement vaste, finalement. D'accord. Et alors, du coup, tout ça, j'imagine que ça a commencé il y a longtemps, si on parle du corps humain, enfin, depuis des siècles, on étudie le Ouais, corps humain. ouais, Donc, en ouais. fait, ça remonte, les neurosciences, ça remonterait à quand exactement, cette discipline? Bah, alors, je suis pas historien, hein, euh, on ne sait pas, enfin, je sais pas, j'ai pas connaissance d'une étude des neurosciences chez nos ancêtres, vraiment lointains. Par contre, on sait que dans l'Égypte ancienne, ça a commencé, hein, les gens commençaient à se poser des questions. Bon, les Égyptiens étaient des savants, hein, ils connaissaient les mathématiques, la géométrie en tout cas, et ils commençaient déjà à se poser des questions sur le fonctionnement de nos émotions, par exemple, ou le fonctionnement de l'attention. Voilà. Donc ensuite, il faut savoir que les choses n'étaient pas enfin, n'étaient pas déterminées comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'au cours du temps, en fait, les approches en neurosciences évoluent avec l'arrivée de techniques, soit des techniques mathématiques, physiques, aussi avec la chimie, etc. Donc, par exemple, durant l'Antiquité, par exemple, Aristote pense que, justement, on pense avec son corps. C'est-à-dire que quand on a une émotion et qu'on a des palpitations, eh ben, c'est le cœur qui décide, par exemple. Alors que juste après, chez les Romains, avec Galien, ou même un peu avant, avec Hippocrate, en Grèce, on pense maintenant que le cerveau, enfin ce qui se passe au niveau de la boîte crânienne, ce sont le centre des fonctions mentales. Donc ensuite, évidemment, la science, globalement, elle traverse les pays arabes. Et puis ensuite, il y a l'époque du Moyen Âge, pour revenir un peu en Europe. Donc au Moyen Âge, évidemment, tout est dévolu avec la croyance en Dieu, hein, et les religions. Et l'approche des connaissances sur le cerveau est vraiment reliée avec l'idée de Dieu et l'idée pardon, d'un souffle divin qui, quelque part, transparaît dans nos comportements, ou pas d'ailleurs. Hein. Et quand c'est bon, c'est plutôt, par exemple, l'émotion, la bonne émotion, c'est l'émotion tournée vers l'amour de Dieu, et la mauvaise, c'est l'inverse, par exemple. Ensuite arrive Descartes, hein, et les Lumières. Donc Descartes, on peut dire que quelque part, c'est le premier à penser que le cerveau est constitué de zones préférentielles dans certains comportements. On peut imaginer qu'à ce moment-là, il y a quelques savants de l'époque qui commencent à découper des corps humains en cachette, bien entendu, parce qu'il ne faudrait pas ensuite passer à la question ou
et il commence à découper le corps humain. Donc on s'aperçoit que le cerveau, il y a deux grandes parties dans le cerveau, hein, deux hémisphères. Et puis il y a une petite partie, par exemple, la glande pinéale, elle est unique dans le cerveau. Et par exemple, Descartes en déduit que c'est le siège de l'âme. Donc vous voyez que c'est encore relativement relié à l'idée de Dieu. Voilà. Alors ensuite, on peut faire un bond jusqu'au XVIIIe siècle avec Galvani et la bioélectricité. Donc on découvre que dans le cerveau, il y a des cellules, en l'occurrence les neurones, qui produisent des petites décharges électriques, par exemple. À la fin du XIXe siècle, après, c'est l'approche histologique, c'est l'arrivée du microscope. Donc, vous voyez que c'est tout à fait relié à la technologie, hein, c'est concomitant à chaque fois. Fin du XIXe encore, c'est la coloration des tissus avec Golgi, qui montre qu'il y a des tissus différenciés dans le cerveau, par exemple. Fin du XIXe siècle encore, les fonctions mentales sont décrites comme étant comment dire, spatialement définies dans le cerveau. Donc c'est Broca en traitant des malades qui s'aperçoit qu'il y a une zone dédiée pour le langage. Et ensuite Wernicke ou Wernicke, peu importe comment on l'appelle, qui définissent les zones par exemple du langage, essentiellement situées dans l'hémisphère gauche. Voilà. Donc au XXe siècle, surtout après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, là on voit une accélération des connaissances parce que la technicité augmente largement. Et aujourd'hui, on va faire un bond important. Donc on est passé à travers le computationnisme, c'est-à-dire l'arrivée de l'ordinateur, des programmes, donc les mathématiques qui vont avec, donc l'exploration de nouvelles théories et cette mise en pratique à travers le computationnisme et le cognitivisme. Et puis, il y a une trentaine, quarantaine d'années, c'est l'arrivée de nouvelles machines qui nous permettent d'investiguer un peu plus le fond du cerveau, je dirais. Donc, c'est des appareils comme l'IRMF, l'IRM fonctionnel, la MEG, la TEP, enfin, tous ces appareils qui permettent de situer spatialement des zones quand elles sont actives, par exemple, ou c'est l'EEG, l'électroencéphalogramme, qui permet, alors lui, il est très fin au niveau temporel, qui permet de voir qu'une zone va s'activer et on arrive à détecter temporellement avec un degré de liberté d'une milliseconde, ce qui est très, très faible, une activation au niveau du cerveau. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a une idée, je ne vais pas dire précise, mais on a une idée quand même assez bonne de la carte. On a une cartographie du cerveau, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, j'ai une petite question, en fait, en aparté. Tout à l'heure, on a parlé de l'influence de la spiritualité, enfin de la religion dans Oui. l'étude du cerveau et de son Oui. fonctionnement. Et est-ce que du coup, maintenant, avec l'évolution aussi de la spiritualité, le magnétisme, les vibrations, les énergies, toute cette théorie, est-ce qu'elle est encore incluse dans la réflexion de la neuroscience? Alors là, c'est une question difficile auquel je vais avoir du mal à répondre. Il y a de tout, hein. Il y a des Ouais. Alors moi, c'est pas vraiment mon approche, mais il y a des chercheurs. Alors, qui s'occupent par exemple de la méditation. Est-ce que la méditation peut avoir un effet sur nos comportements? Il se trouve que oui, donc c'est des vraies études scientifiques qui sont menées à bien. Donc, par contre, c'est pas du mysticisme. Vous voyez, on est passé, c'est fini quoi. On n'en est plus là maintenant. On est vraiment. On peut dire que quelque part, on est revenu à une certaine forme de naturalisme dans le sens où on étudie vraiment les objets en tant que tels. Vous voyez, alors qu'on était passé par une phase un petit peu constructiviste dans les années 50-60. Aujourd'hui, on est vraiment avec l'arrivée de l'IRM, on est revenu sur une. Alors, je dirais pas que c'est un paradigme naturaliste, mais on est revenu vraiment sur une fonctionnalité avec derrière tout ça, comment dire, euh, la nécessité de trouver soit des connexions, soit une zone pour, qui vient prouver quelque part quelque chose qui aurait été testé d'un point de vue comportemental, par exemple. Vous voyez. D'accord. Mm. Est-ce Et- que, est-ce que des travaux comme celui de Räcuswell avec l'Université de la Singularité, donc Google derrière,
le fait de créer un grand cerveau qui soit comme le cerveau humain, mais avec l'intelligence artificielle. Il estime ça, de mémoire, c'était dans les années 30. 2030, on sera un cerveau qui sera comme l'homme, pour reprendre son expression. Est-ce que c'est une façon d'analyser le cerveau? En tout cas, ça donne un objectif. Donc, ça permet d'avoir des théories et puis ça donne un élan. Mais on est loin on est loin de ces idéaux, en fait, on va dire, mais largement. On n'en est pas là du tout. Pourquoi? Parce que derrière, il reste le problème de la conscience, qui n'est pas du tout, même si, par exemple, aujourd'hui, Stanislas Dehaene travaille là-dessus et qu'il commence à avoir des résultats qui sont des résultats descriptifs, c'est-à-dire on sait où ça se passe et un petit peu comment ça se passe, mais on n'aura jamais conscience à la place de quelqu'un d'autre, par exemple. Je sais pas, dans la pièce, là, il y a du rouge, j'ai cette impression, cette sensation de couleur rouge, mais c'est pas celle que vous avez, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que vous n'avez jamais mangé de fraises, imaginons quelqu'un qui ne mange pas de fraises, vous pourrez lui décrire le goût de la fraise, la couleur de la fraise, le passage, je sais pas, de la fraise sur la langue. Ça, c'est un peu descriptible, mais il n'aura jamais la sensation de la fraise. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'aura pas la conscience du goût de la fraise tant qu'il ne l'aura pas mangé, par exemple. Et donc ça, pour un ordinateur, ça va être compliqué, quoi, à réaliser. Et à l'heure actuelle, dans toutes les théories, là où on en est actuellement, il y a encore des choses qui se contredisent ou est-ce que globalement, toutes les analyses vont dans le même sens? Non, non. Alors en fait, il faut. Je ne voudrais pas faire trop d'épistémologie, mais aujourd'hui, c'est vrai que les neurosciences, c'est très à la mode. Tout le monde parle de neurosciences. N'importe quelle formation, s'il n'y a pas un peu de neurosciences à l'intérieur, c'est pas une bonne formation, et puis ça sera pas scientifique. Mais tout ça, ça passe à travers, quelque part, une grille de lecture. Vous voyez. On étudie les comportements humains aujourd'hui à travers les neurosciences, mais pourquoi ne pas les étudier à travers l'anthropologie, par exemple? Vous voyez. On aurait une autre grille de lecture. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc c'est qu'une grille de lecture et les choses vont évoluer. Même si aujourd'hui, avec l'arrivée de ces nouvelles technologies, c'est très porteur parce que les connaissances arrivent en masse, mais vraiment en masse, et du coup ça parle, quoi, y compris dans la presse ou à travers les réseaux, le réseau Internet. Voilà. Avec des résultats qui sont quand même assez signifiants et qui bouleversent un petit peu la connaissance qu'on avait du monde et la connaissance qu'on avait de soi-même auparavant. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, je crois que le prochain débat aura lieu à propos de la mémoire. Aujourd'hui, les modèles de la mémoire sont complètement différents de ceux qui existaient il y a encore 60 ans, par exemple. Mais donc, on est en train de changer de paradigme même, et même de vision du monde. En fait, on va s'apercevoir petit à petit que tout est connecté à tout, potentiellement, et dans le cerveau, et aussi dans l'environnement. Donc, ça va changer, en fait, peut-être même notre mode de pensée. On peut imaginer une chose comme ça. Mais encore une fois, on voit tout ça à travers le prisme des neurosciences. On pourrait le voir à travers autre chose, par exemple. Là, si on devait donner une petite proportion de l'état de connaissance de l'organisation du cerveau par rapport à ce qu'il y avait il y a 50 ans, ça serait quel voilà, j'ai pas de pourcentage à vous donner. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que, à mon avis, à mon sens, c'est impossible de tout savoir en neurosciences aujourd'hui, quoi. Ça me paraît très compliqué parce que d'abord, c'est un domaine qui est tellement vaste et qui touche tellement à tellement de comportements ou tellement de. Par exemple, vous voyez, on pensait autrefois que, enfin, il n'y a pas très longtemps, que les cellules, les neurones, transmettaient de l'information dans un seul sens. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de l'information qui remonte. Donc, ça bouleverse un peu les idées qu'on avait jusqu'alors, parce que ça démultiplie, en fait, les potentialités, quoi.
Vous voyez? Quand on parle de sens, c'est-à-dire ça relie quoi à quoi? En fait, un neurone, il reçoit l'information d'un côté, il la développe dans son corps somatique, enfin à l'intérieur de la cellule, puis après il retransmet l'information ou pas. Enfin, si c'est une information inhibitrice, il la garde pour lui, et sinon il la transmet. Donc, jusqu'alors, on pensait qu'il n'y avait qu'un sens possible. Voilà. Aujourd'hui, Il on sait recevait qu'il y a quand même des l'information. éléments qui remontent à travers l'axone, c'est-à-dire la fibre qui sort du noyau cellulaire, enfin, en gros, enfin, du noyau, du sommet du corps de la cellule, pardon, et qui se projette pour aller contacter un autre neurone un peu plus loin, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce En qu'on fait, peut il y a imaginer, des informations qui remontent à travers ces synapses, quoi. Voilà. est-ce qu'on peut imaginer un peu comme dans Matrix, à un certain moment, qu'on ait une maîtrise suffisante pour qu'on puisse transmettre directement l'information dans le cerveau, qu'on télécharge est-ce qu'on pourrait faire ça? Puisqu'on voit qu'il y a de l'électricité, il y a une transmission qui se fait, est-ce qu'on ne pourrait pas télécharger? Ah, on pourrait l'imaginer, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, on arrive vraiment, il y a des expériences qui ont été faites et qui montrent qu'on peut savoir ce qui se passe à travers le crâne. On peut savoir aujourd'hui si on pense rouge ou bleu, par exemple. Voilà. Donc ça, ça marche dans un sens. Maintenant, est-ce qu'on peut envoyer de l'information directement? On n'en est vraiment pas là du tout, mais tout est imaginable, hein. Mais on n'en est vraiment pas là du tout, à savoir que on rentre dans l'extrêmement petit, hein. Ça se diversifie énormément. En plus, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que bah, le cerveau, il est plastique. Il reste plastique longtemps. Donc tout ça, ça se modifie. La simple présence dans un contexte, dans un environnement donné, modifie les relations qu'on a au, au sein du cerveau, enfin, modifie les connexions, les réseaux. Voilà. Et ça, c'est l'apprentissage, en fait. Vous voyez. Donc, bien entendu, on peut imaginer donner des influx par le moyen d'une interface, mais je ne sais pas tellement mon domaine de recherche, donc j'ai pas trop d'idées là-dessus, mais vous savez, on peut tout imaginer. Heureusement ou malheureusement, d'ailleurs. Est-ce que le cerveau lui-même a beaucoup évolué depuis des siècles ou même des décennies? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans la structure même du cerveau? Alors, on peut faire des rapprochements, si vous voulez, avec les hominidés, enfin, les grands singes, par exemple. Donc, on sait qu'on a évolué, on arrive d'une souche commune, a priori. Donc, évidemment, le contexte fait enfin, les contextes et on peut imaginer qu'on n'a pas évolué dans le même sens, parce que, et on ne sait pas d'ailleurs ce qui s'est passé il y a environ 70 000 ans. Comment se fait-il que l'homme s'est mis à parler et puis à communiquer comme il le fait aujourd'hui? Ça, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop l'expliquer. Mais à partir de cette période qu'on estime entre moins 70 000 à moins 100 000 ans, hein, à peu près, il s'est passé quelque chose, une espèce de fracture qui fait qu'à un moment donné, l'homme a pris comme un chemin de traverse un peu par rapport aux grands singes, hein, nos cousins les singes. Et du coup, le cerveau a un peu évolué. Par exemple, au niveau du préfrontal, donc vous savez que l'homme a un front assez volumineux si on le compare à celui des singes, par exemple. Voilà, donc le cerveau a pris du volume au niveau préfrontal, par exemple, et l'homme a des fonctions exécutives assez développées, par exemple. Vous voyez. Donc évidemment, le cerveau a évolué, oui, oui. Ouais, ouais. D'accord. Et là, avec les rythmes de vie qu'on a dans notre société, dans nos civilisations, est-ce que euh, ça peut changer quelque chose par rapport à il y a 100 ans, quand il n'y avait pas toute cette technologie? Est-ce qu'on apprend de la même manière maintenant qu'il y a 100 ans? Alors, je dirais que la capacité d'apprendre est quelque chose qui traverse les âges, enfin depuis au moins 70 000 ans, hein, depuis ce qu'on connaît de l'homme. Euh, il est parti un peu, enfin, pour vous donner une image, on part de la page blanche et puis on arrive à ce qu'on est aujourd'hui. Ça évolue de plus en plus vite, ça fait comme une espèce de courbe exponentielle comme ça. L'état des connaissances d'une part et puis la technologie de l'autre. Et tout ça, ça se cumule en fait
pour augmenter le niveau de connaissance et le niveau de technicité. Donc c'est quelque chose qui est presque sans fin, je dirais. C'est sans fin. Moi, je dirais que c'est sans fin. Maintenant, je sais pas si on va vers quelque chose de positif ou pas, mais en tout cas, on va vers quelque chose de différent, ça c'est sûr. Hein. On va devenir très connecté et on va utiliser de plus en plus la technologie parce qu'on comprend en fait des mécanismes mentaux, des mécanismes cognitifs de mieux en mieux. Donc, on va utiliser les nouvelles technologies en fait pour soit substituer ou soit faire, soit donner des meilleures performances euh, globales chez l'homme, voilà, par exemple. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, bien entendu. Hein. Et est-ce qu'on peut influencer, parce que j'imagine qu'il y a ce qu'on apprend parce que quelqu'un nous l'explique et nous le montre, et Ouais. qu'il y a des choses qu'on apprend quelque part de manière innée, comme par exemple manger, ou quand, enfin ce que font les bébés quand ils viennent au monde. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, a priori, la capacité d'apprendre est universelle, c'est-à-dire qu'on est avec cette capacité. L'apprentissage, lui, il est personnel, c'est-à-dire que l'apprentissage dépend du milieu dans lequel on se trouve, avec qui on se trouve, dans quel contexte, dans quel environnement, et tout ça fait que, in fine, enfin, à la fin, on est tous un peu différents en termes d'apprentissage, hein, enfin, et en termes d'expérience. Mais au départ, a priori, on est déjà avec des modules, si vous voulez, qui sont opérationnels. On sait d'ailleurs en psychologie développementale que très tôt, l'enfant est capable d'appréhension, est capable de cognition, de réflexion, enfin, même si c'est pas forcément conscient chez lui, mais il est capable euh, d'avoir une idée un peu, par exemple, des nombres. Il repère des mots très rapidement, etc., etc., quoi. Donc, alors qu'on croyait il y a encore une cinquantaine d'années que c'était très lié à la maturation motrice, par exemple. Je fais référence un peu à Piaget, là, qui donnait des stades vraiment très, comment dire, des stades qui étaient successifs et très décrits. On sait aujourd'hui que ça va un peu plus vite et que les compétences sont déjà là pratiquement dès la naissance, quoi. Et on a toujours eu ce même potentiel d'apprentissage, parce que enfin, si c'est lié à, Au cours de l'histoire, oui, voilà, si c'est lié biologiquement à l'organisation du cerveau humain, est-ce que si on prenait quelqu'un qui est né il y a 500 ans, on le faisait voyager dans le futur, on le met à notre époque, est-ce qu'il pourrait apprendre de la même manière, à la même vitesse qu'un enfant de notre époque? ça c'est ça, c'est la question. Euh, comment dire, de Lucien Jeunesse, là, comment il s'appelait franchement, je peux pas vous dire. Euh, je pense que ça serait compliqué quand même pour quelqu'un d'il y a Hein. on n'a pas eu le temps d'évoluer un peu, mais on n'a pas eu le temps d'évoluer vraiment par rapport à la somme de connaissances qu'on a aujourd'hui. Par contre, nos comportements sont vraiment adaptés à l'évolution. En règle générale, c'est ce qui explique la spéciation si on fait référence à, à- à l'évolution des espèces, par exemple. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que l'homme se définit vraiment par le mimétisme. Donc, on peut imaginer, par exemple, une situation expérimentale où on met des singes face à une boîte et un enfant de 3-4 ans face à une boîte. Dans cette boîte, il suffirait par exemple, de tirer sur une tirette quand elle ne serait pas masquée pour pouvoir obtenir des bonbons. Voyez, donc le singe rapidement comprend que c'est la tirette qui permet d'obtenir les bonbons, alors que on lui a montré 2 ou 3 fois auparavant que, alors que la boîte était masquée, qu'en mettant le bonbon au-dessus de la boîte, il tombait dans la boîte. Donc au départ, il mime le geste, mais une fois qu'il a compris que c'est pas nécessaire en fait de répéter le geste qu'il a vu, pour l'enfant, c'est pas pareil. Lui, il continue de répéter alors qu'on a démasqué la boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'on sait, c'est que l'homme est euh, très mimétique. Voilà. Donc, maintenant, est-ce qu'un homme né il y a 500 ans pourrait
mimer les gestes, a priori oui, parce que peut-être qu'en 500 ans, on n'a pas le temps d'évoluer si fortement que ça. Voilà ce que je pourrais vous dire, mais voilà, ça reste un a priori, quoi. D'accord. Mais est-ce qu'il comprendrait ce que son environnement lui propose? Les études montrent aussi que on se reconnaît mieux quand on est la même espèce, Ouais. parce qu'on a déjà des codes, et donc il y a toute une partie, on reconnaît plus facilement. Donc si on faisait venir dans un monde qu'il ne comprend pas bien, outre la peur que j'imagine qu'il aurait, hein, sans doute de nous voir, Oui, nous. alors ça dépend, hein. Non, mais voilà, la question est de savoir si, s'il arrive ici bébé, s'il arrive ici à 20, 30 ans ou 40 ans, quoi. Voilà. C'est sûr que s'il arrive ici, si on le téléporte 500 ans en arrière à maintenant, à l'âge de 30 ans, il prend peur, hein, il s'en va, il ne comprendra pas le monde dans lequel on vit. Même que le langage ne sera pas le même d'ailleurs, donc il va vraiment avoir du mal. Maintenant, un bébé de quelques minutes ou de quelques semaines, on le téléporte dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense qu'il pourrait s'adapter, bien sûr. D'accord. Ouais. Il nous reste une vingtaine de minutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce qui change par rapport à l'idée qu'on avait du cerveau il y a encore même pas une centaine d'années, c'est que d'une part, il existe une structure, une organisation commune du cerveau chez les hommes, chez tous les hommes. Donc, il y a des fondations, il y a des principes fondamentaux qu'il faut respecter, y compris du point de vue des comportements psychologiques. On sait aussi que dès la naissance, il y a des compétences qui sont déjà là et euh, qui vont émerger dans un contexte donné, si vous voulez. Et surtout, on sait que la plasticité cérébrale et les apprentissages, en fait, c'est pas quelque chose qui apparaît à la naissance et qui se termine vers 12-13 ans, enfin, ou un peu plus tard, à la fin de l'adolescence, mais c'est quelque chose qui perdure tout au long de la vie. Et donc ça laisse une place importante en fait, pour trouver des modalités importantes pour innover, pour la formation, et ça tout au long de la vie. Donc ça, c'est vraiment C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire qu'à partir d'un certain âge, les statistiques montrent qu'on n'investit plus en formation sur des gens qui sont en entreprise parce qu'ils sont moins rentables, etc. Mais ils peuvent encore créer, c'est ce que tu es en train de dire. Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais. Ah, tout à fait. Donc alors, je ne vais pas parler trop du QI et de l'intelligence, là, mais en fait, il y a deux formes d'intelligence. Une intelligence qu'on appelle fluide, c'est-à-dire des capacités propres à raisonner quelque part, et une intelligence qu'on dit cristallisée, qui, elle, dépend des connaissances qu'on a pu acquérir. Et donc, en fait, alors, il y en a une, la première, l'intelligence fluide, ce qu'on pense, c'est qu'elle commence à décroître à partir d'une vingtaine d'années, 20-21 ans à peu près, alors que l'intelligence cristallisée, elle, continue d'augmenter fortement. En plus de ça, on sait que dans le cerveau, ça se reconfigure. La plasticité, on sait que ça existe, donc il ne faut surtout pas arrêter de former les quinquas ou les quadragénaires, quoi. Au contraire, ça serait dommage pour une entreprise, parce qu'au contraire, en fait, leur expérience, vu qu'on acquiert de l'expérience avec l'âge, euh, donner la chance par la formation à des gens d'approcher des nouveaux concepts ou peu importe au sein d'une entreprise, et ben c'est vraiment, à mon sens, quelque chose de très utile, quoi. Et Voilà. du coup, est-ce qu'on formerait, je rebondis aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la structure commune du cerveau, est-ce qu'on apprendrait tous de la même manière? Est-ce que les entreprises peuvent miser sur un mode de formation commun à toutes les personnes, quel que soit leur âge, quel que soit leur QI, quelle que soit leur histoire? Ouais, moi je pense alors, en fait, avec ces nouveaux éléments en fait issus des neurosciences, hein, la plasticité, et surtout avec l'arrivée des nouveaux modèles de la mémoire, eh bien, il faut essayer d'élargir son champ de compétences à travers des expériences nouvelles. Et au plus on a des expériences nouvelles, au plus on modélise quelque part sa propre perception du monde, et au plus on pourra répondre à des nouvelles problématiques au sein de l'entreprise. Donc ça nécessite en fin de compte de modifier un peu, comment dire,
notre perception de l'enseignement est passée peut-être comment dire, d'une forme d'enseignement à une forme d'apprentissage, en fait. C'est-à-dire modifier un peu les structures même de l'enseignement pour les rendre un peu plus adéquates à ce qu'on connaît du fonctionnement du cerveau. Alors qu'autrefois, c'était un peu l'enseignement était un peu directif. Aujourd'hui, on sait qu'il faut utiliser d'autres modes, d'autres approches pour être un peu plus efficace en termes de formation. Ça, c'est ce que les entreprises, à mon avis, devraient faire pour être vraiment performantes, sachant que maintenant, on rentre vraiment dans l'ère de la connaissance. Hein. Les entreprises qui seront performantes, enfin, qui sont performantes aujourd'hui et qui seront performantes demain, sont les entreprises qui possèdent la connaissance, en fait. Est-ce que ça voudrait dire qu'avant, on avait tendance, par rapport au côté directif dont vous parlez, avant, on avait tendance à former en disant fais ci, fais ça, tu auras tel résultat. Oui, Alors que maintenant, ce serait plus expérimente oui. et tu comprendras et tu retiendras et tu sauras. Oui, c'est un peu comme ça que ça marche aujourd'hui. Enfin, ça devrait marcher dans les nouvelles approches euh, dans les sciences de l'éducation. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais c'est plutôt comme ça qu'on peut entrevoir les choses, oui, tout à fait. Ouais. Donc, on pourrait dire que la formation en entreprise, un des courants qu'elle pourrait prendre maintenant, au vu de l'avancée de la neuroscience, ce serait de faire l'expérimentation, enfin, plus comme ça, quoi. C'est-à-dire plus de cours théoriques, Oui, mais plus de la alors, mise en situation. oui, alors ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est que les formateurs en entreprise utilisent les données des neurosciences pour pouvoir essayer de fabriquer des modules de formation les plus adaptés à ce qu'on connaît en fait de l'apprentissage. Vous voyez, par exemple. Bon, tout en restant un peu quelque part vigilant, parce qu'on sait par exemple que euh, l'apprentissage de la lecture, il y a une cinquantaine d'années en arrière, on, on connaissait la méthode globale, donc qui ne correspond pas aujourd'hui au modèle de l'apprentissage du langage, enfin de l'écriture en particulier. Et bah, ça a été une catastrophe pour une ou deux générations d'étudiants, hein, enfin de collégiens et de gamins dans les années 70, 80, quoi. Donc il faut à la fois comprendre et connaître les dernières données issues des neurosciences pour pouvoir adapter une formation la meilleure possible, mais il faut être toujours comment dire, euh, conscient et en fait il faut être en tant que formateur peut-être en même temps expérimentateur et pas hésiter à changer son fusil d'épaule quand on voit que les résultats sont pas ceux escomptés, par exemple. Mais en tout état de cause, je pense que la formation aujourd'hui, elle doit changer et qu'il faut plus se positionner en tant qu'enseignant, c'est-à-dire quelque part avec une espèce de mode qui sanctionne un résultat, mais plutôt en quelqu'un qui accompagne pour l'acquisition de nouvelles connaissances, quoi. Ouais. Est-ce que ça pourrait être résumé en disant apprendre à apprendre, c'est-à-dire être capable de chaque apprenant chercher le chemin? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Et puis ça va bien avec avec l'arrivée, comment dire, de, du gratuit sur le net, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut trouver pratiquement tout type d'informations sur Internet. Donc autant des bonnes informations que des moins bonnes. Donc en réalité, ce qui va devenir crucial, à mon avis, pour l'apprenant, entre guillemets, ça va être de sélectionner la bonne information, quoi. L'information pertinente et l'information ou la formation pertinente parmi pléthore d'informations. Et est-ce qu'on peut mécaniquement booster cette faculté à trier l'information? Il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il faut vérifier autant que faire se peut les sources de ces informations et voir si elles se rapprochent en fait euh, par exemple, de modèles issus du monde académique. Voyez, même s'ils sont légèrement transposés, il faut éviter quelque part que ça s'écarte un peu trop des modèles issus des sciences, quoi.
Aujourd'hui, on trouve pléthore de formations lambda, hein, donc je ne vais pas les citer, mais qui reposent sur des modèles, issus eux-mêmes de modèles, issus encore de modèles, donc qui ont été modifiés, dévoyés par rapport à des théories qui étaient existantes à une certaine époque. Mais aujourd'hui, elles ne correspondent plus ni aux données de la science, enfin des neurosciences. Elles sont plus efficaces. Pourtant, elles peuvent être encore à la mode. Vous voyez? Pour compléter la question de Caroline, le fait de dire, par exemple, pour booster un peu cette capacité à apprendre, on dit souvent il faut faire du jeu, il faut faire de la gamification. Ouais, Est-ce que ouais. la science valide cette démarche? Ou est-ce qu'il Ah, faut tout à fait. Tout à fait, oui. Tout à fait, parce que en fait, on peut penser qu'un bon apprentissage, c'est pas quelque chose qui est linéaire. C'est-à-dire que, au contraire, ça peut être tout à fait quelque chose qui part dans des sens, enfin dans des directions multiples. Et c'est à la fois sensoriel, moteur, ça fait appel à l'attention, etc. Donc, par rapport aux enseignements classiques que je qualifierais d'enseignements un peu linéaires, voire dogmatiques, c'est-à-dire qui font appel à la connaissance, bien sûr, mais qui fractionnent avec des programmes par objectif. Vous voyez, on peut plutôt approcher des systèmes qui font appel à la compétence plutôt qu'à la connaissance, à l'intégration des informations plutôt qu'à leur fractionnement, euh, et des programmes qui sont étudiés pour soi-même et non pas par obligation. Vous voyez, donc ça, c'est le soir, chacun peut, à travers Internet ou à travers des programmes de e-learning qui sont dédiés avec des organismes de formation, trouver son bonheur, quoi, hein. Et puis, ça permettrait d'avoir des parcours intégrés plutôt que d'avoir des parcours fractionnés, quoi, morcelés ou fractionnés. Voilà. Alors ça serait pour trois raisons. D'abord, un enseignement classique, euh, euh, il est un peu théorique, donc il ne conduit pas forcément à une pratique. Voyez, donc il serait moins transférable qu'un enseignement pour lequel on va chercher une information qui nous est nécessaire à un moment donné pour être opérationnel dans son travail, par exemple. Et puis l'enseignement classique, c'est un enseignement qui est très significatif, mais en réalité, il est très peu contextualisé. Donc, est-ce que cet enseignement correspond exactement à ce que j'ai besoin à un moment donné au sein de ma société, par exemple? Et puis, c'est en général l'enseignement classique, c'est un enseignement disciplinaire. On étudie, je sais pas moi, euh, les- la chimie, les mathématiques, la philo, etc. Donc derrière, il y a une idée de jugement. Donc, puisqu'il y a une discipline et il y a un jugement à travers le professeur. Et donc, on sait que quand on est jugé, ça augmente un peu le niveau de stress, par exemple. Et donc, on est moins bon pour apprendre quand on est stressé, hein, de toute évidence. Voilà, donc il y a des modes, euh, il y a des nouveaux modes, il y a des nouvelles approches en fait pour apprendre mieux aujourd'hui, ça c'est certain, quoi. Ouais, ouais. Comment est-ce qu'on pourrait encourager, enfin, parce que ce serait presque une révolution de la formation que d'intégrer ce genre de dimension. Est-ce qu'il faudrait faire la promotion de l'apprentissage, justement d'apprendre à apprendre, de l'intégration de la sensibilité du corps, puisque vous disiez tout à l'heure que tout circulait et que le cerveau était connecté à tout, et que ça pouvait peut-être potentiellement aider à apprendre? Ouais, bien sûr. Alors ça, évidemment, alors je vais vous mettre, par exemple, récemment, je voulais améliorer mon anglais, donc je me suis connecté à une application gratuite pour apprendre l'anglais. Donc, je n'ai pas cité le nom, mais je me suis rendu compte, enfin, en fait, que j'apprenais beaucoup plus à travers cette application, donc sur mon smartphone, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que d'abord j'étais motivé, donc comme je le faisais par moi-même, j'avais une espèce d'auto-motivation qui fait, et on est beaucoup plus efficace quand on est déjà premièrement motivé que quand on nous impose de faire une formation. D'abord, j'avais cette motivation, et puis ensuite c'est réalisé cette application sous forme de jeu, c'est-à-dire qu'on gagne des petits bonbons, des petites étoiles à chaque fois qu'on a bien répondu à la question. Vous voyez, c'est une application qui fait appel à des sons différenciés. Donc, parfois, il y a des petites musiques. Quand je réponds aux questions, je pianote avec mes doigts. Donc, j'ai une petite activité motrice. J'ai une activité motrice aussi parce que je parle.
quand je réponds en anglais, mais aussi je lis parce que je dois lire les questions. Vous voyez, donc tout est un petit peu interconnecté et je me suis rendu compte que j'avais vraiment appris l'anglais beaucoup plus en quelques semaines qu'en quelques années de vie scolaire, quoi, par exemple. Donc on peut vraiment imaginer des solutions très efficaces aujourd'hui d'apprentissage, oui, bien sûr, à travers la numérisation, par exemple. Mm. D'accord. Et justement, tout le côté digital, est-ce que ça va, enfin tout le côté plutôt numérique, plutôt digital, est-ce que ça va vraiment révolutionner la formation ou est-ce qu'on est déjà dedans? Bah, moi, je pense qu'on est déjà dedans, hein. Euh, par exemple, il y a des organismes de formation aujourd'hui qui donnent qui permettent en fait, en plus de la formation en présentiel, de répéter chaque jour chez soi, même si c'est 5 minutes, les enseignements qu'on a appris en cours, en présentiel. Et donc, comme on sait que, par exemple, au niveau de la mémoire, il vaut mieux répéter les choses et faire un apprentissage distribué plutôt que d'avoir un apprentissage massé, c'est-à-dire en une seule fois, eh ben, on sait que c'est beaucoup plus efficace, par exemple. Donc, après, faut-il encore que ça soit ludique, qu'on ait envie de le faire et qu'on soit motivé. Donc, ce qui n'exclut pas quand même l'apprentissage et les formations en présentiel, bien entendu, parce que le facteur humain joue beaucoup, notamment à travers la production des émotions et de la communication humaine. Donc ça, c'est un peu mon domaine, mais ça reste quand même quelque chose de très efficace. Voilà. Une dernière question, peut-être une conclusion sur cette partie. Qu'est-ce qui change vraiment sur le quotidien des entreprises, puisqu'il nous reste 5 minutes. Pour toi, Emmanuel, Ouais, qu'est-ce qui change vraiment sur le quotidien des entreprises? Alors là, je ne peux pas trop répondre parce qu'est-ce qui va que, changer? en réalité, je partage mon temps maintenant au labo. Et enfin, ouais, un peu plus que la moitié de mon temps, je suis au laboratoire, donc je suis un peu moins dans l'entreprise que quand je l'ai quitté enfin, quand j'ai quitté les miennes il y a 10 ans. La seule chose que je peux imaginer, ou la seule chose que je sais, c'est que maintenant, la connaissance, enfin, le taux de connaissance, enfin, si on peut calculer ça, le taux de connaissance d'une entreprise déterminera son efficience hein, sur un marché donné, hein, à mon avis. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'était, tu parlais beaucoup du présentiel en disant que le présentiel restait un outil Ouais. d'apprentissage important. Euh, tu proposes d'autres schémas de façon à l'intégrer dans un écosystème, dans quelque chose de plus large avec le numérique ou autre chose? Oui, ah oui, mais alors en fait, d'abord, il faudrait aussi que les formateurs, les professeurs en présentiel, ils adoptent en fait, enfin, ils adoptent, ils comprennent comme le fonctionnement du cerveau, en fait, d'un point de vue cognitif, pour pouvoir donner la meilleure information au meilleur moment. Par exemple, éviter euh, euh, de perturber un apprentissage. C'est-à-dire permettre, par exemple, aux apprenants d'avoir une attention importante. Donc, comment le professeur, enfin l'enseignant peut, comment dire, continuer de motiver ses élèves. Ouais, Sur quel biais il peut jouer au niveau de la motivation, au niveau des émotions, etc., pour les maintenir quelque part attentionnés et pour éviter qu'ils se désengagent en fait de leur attention. Vous voyez. Comment il peut faire en sorte que ses élèves s'auto-évaluent? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'auto-évaluation est déterminante pour intégrer des nouvelles informations. Voilà, donc quelle méthode il trouve, y compris des méthodes numériques, hein, pour que ces élèves s'auto-évaluent, pour que les élèves aient un engagement actif dans les formations. Donc, est-ce que ces formations peuvent être quelque part un peu ludiques, comme ce que j'avais fait avec moi personnellement pour l'anglais, là, pour continuer à avoir une motivation et en plus positive euh, pour apprendre. Et quel retour d'information le formateur peut donner également, parce qu'on sait que c'est important ça d'avoir un retour d'information, parce que bon, le cerveau est a priori probabiliste, hein, donc au plus on, on a comment dire, des retours d'information, au plus on améliore la probabilité pardon, de répondre
correctement à des nouvelles sollicitations. Voilà. Et puis, comment on consolide ces expériences, ces nouveaux apprentissages. Voilà. Par notamment l'automatisation. Comment on fait en sorte que une acquisition en fait se transforme en quelque chose de vraiment ancré pour que ça devienne implicite plutôt que ça reste dans l'explicite. Hein, c'est-à-dire que ça nous demande une charge de travail pour comprendre, quoi. Voilà. Donc finalement, ce que ça va changer pour les entreprises, ce serait de miser une part des efforts, non plus sur les formés, sur les apprenants, mais sur les formateurs eux-mêmes, Ouais, pour peu qu'il y ait des formateurs internes. mais oui, je pense que oui. Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment. Ouais, je crois que enfin, j'ai l'impression que c'est la logique gagnante. Hein. Bon, ça va pas se faire comme ça en deux coups de cuillère à peau, comme on dit, évidemment. Hein. Que les formateurs, du coup, se forment aussi à ces nouvelles techniques, qu'ils apprennent même sans faire un doctorat en neurosciences, hein, mais qui connaissent au moins les modèles de l'attention, les modèles de la mémoire, etc., pour pouvoir apporter au mieux à leurs apprenants, quoi. Voilà. Ouais, donc je pense que ça me semble nécessaire. Hein, voilà, et les meilleurs sortiront du lot, comme d'habitude. Voilà. Sachant que dans beaucoup d'entreprises, finalement, n'importe quel salarié peut dispenser de la formation, donc ça vaudrait le coup. Oui, tout à fait, non, mais tout à fait, mais bien sûr, parce qu'en plus, dans ce cadre, dans ce cas-là, c'est contextualisé. Vous voyez, le salarié qui transmet des informations, qui transmet un savoir à un collègue, il peut tout à fait contextualiser son savoir. Vous voyez, soit pour l'exporter, soit pour modifier, ou soit pour améliorer les compétences, hein, que ce soit des compétences purement techniques ou même des compétences relationnelles, de management, etc. Hein, vraiment tout à fait. Hein, voilà. Mais pour des nouvelles acquisitions, des ressources externes à l'entreprise, donc il y a une nécessité quelque part de faire appel à un formateur, il faut trouver le bon formateur, quoi. Voilà. C'est tout l'enjeu de la redéfinition des métiers, de la resocialisation. C'est une mécanique même bonne, parfois, Benjamin Corrier l'a montré. Après, il faut lui redonner un corps social pour justement l'intégrer dans un projet d'entreprise, dans une reconnaissance du collectif. Donc, ça tient aussi compte de l'histoire, etc. Et c'est pour ça qu'il y a moult choses à aborder. Alors, comme on arrive à la fin de l'émission, je tenais à vous remercier. À te remercier d'abord, Emmanuel, pour la qualité que tu as exprimée. Et puis, remercier Charlotte pour… Caroline. pour la qualité de tes questions. Eh bien, merci. À l'occasion, alors pour tous ceux qui suivent cet épisode, n'hésitez pas en bas à poser des questions. Dans ces cas, on relaiera Emmanuel de façon à ce qu'il puisse répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner en haut. Ça vous permettra de savoir ce qui va sortir au moment où ça sort, de façon à être au courant des nouveautés. Et puis, pour nous, on vous donne rendez-vous à l'épisode 2, puisqu'on est toujours dans la saison 1, l'épisode 2 qui sera sur la mémoire, comment optimiser sa mémoire. Eh bien, je vous remercie. Merci. À bientôt.